Gilles Kepel avec 93 et banlieue de la République, paru ces deux livres chez Gallimard. Nous avons ici la publication des résultats de l'enquête que vous avez dirigée et menée pour l'Institut Montaigne pendant 1 an dans l'agglomération de Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Il y a 25 ans, vous avez étudié l'islam en France. Aujourd'hui, l'islam de France. Quelle est la différence ? C'est une différence de génération, d'abord et avant tout. Il y a 25 ans, on avait une génération de ce qu'on appelait les travailleurs immigrés, qui est en rétrospective, que j'appelle aujourd'hui l'islam des darons. C'est un mot d'argot et de banlieue qui veut dire l'islam des pères, les vieux qui étaient venus reconstruire la France, qui étaient jeunes à l'époque, et qui n'étaient pas sédentarisés ici, et puis qui finalement ont pris femme, ou ont fait venir leurs enfants dans les années 70, en même temps qu'ils étaient frappés par le chômage. Deuxième génération, celle que j'appelle l'islam des frères et des blédards, qui sont souvent des étudiants venus d'Afrique du Nord et qui ont essayé de gérer, de prendre en main les institutions de l'islam français que l'État a voulu créer pour éviter le contrôle de cette religion par des pays étrangers. Des frères, c'est-à-dire des frères musulmans, qui étaient les seuls vraiment disponibles pour faire ce travail, et des blédards parce que contrairement aux rebeux, autre terme de l'argot de banlieue qui signifie ceux qui sont d'origine arabe, qui sont nés en France, qui parlent français ou verlan, et qui sont de culture française, de culture de la banlieue française, les blédards, eux, sont de culture arabe, de culture étrangère, et même s'ils ont appris le français, le parlent avec une distance d'un français d'étranger de toute manière. Et la troisième génération, me semble la plus importante, c'est le vrai défi d'aujourd'hui, c'est ce que j'appelle l'islam des jeunes, ceux qui sont nés ici, qui ont grandi ici, mais qui, du fait de circonstances politiques, de circonstances sociales et économiques adverses, et aussi des résultats, des effets de la prédication d'un certain nombre de prêcheurs salafistes, islamistes et autres, sont aujourd'hui en situation assez distanciée pour beaucoup d'entre eux par rapport à la République, et la République elle-même, d'une certaine manière, traite les zones de banlieue comme des territoires qui ne sont pas véritablement comme les autres. Et là, on a cette espèce de malaise qui mêle le social, le politique, l'emploi, l'éducation, le religieux. Et c'est tout ça que j'ai essayé d'étudier sur le terrain, en biopsie d'une certaine manière, dans l'agglomération de Clichy-Montfermeil d'un côté, et puis que dans sa dimension alors proprement religieuse et islamique, religion, politique et autres, j'ai essayé de mettre en perspective sur 25 ans dans 93. Alors, se pencher encore aujourd'hui sur le lit de la banlieue, cela signifie que ce qui a été tenté depuis 3 ans, finalement, n'a pas marché, ou est-ce que c'était insuffisant ? Non, il y a eu indéniablement quelque chose de très important qui a été mis en œuvre, qui est la rénovation urbaine. 40 milliards d'euros, 600 millions pour la seule agglomération de Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Et pendant l'année que nous avons passé là-bas, avec l'équipe de l'Institut Montaigne, on a bien vu les choses changer, c'était très frappant. On a vu la cité profondément dégradée de la Forestière être démolie, celle des Bosquets, qui était un repère de trafiquants de drogue et de mal-vie, être profondément rénovée, les bars les pires démolis, etc. Et en même temps, je crois que c'est quelque chose qui a joué un rôle important pour éviter l'explosion sociale. Même si les gens étaient mécontents d'eux-mêmes, leur situation, si le chômage reste très présent, néanmoins, le fait qu'il y ait eu un tel investissement, un tel effet de solidarité nationale d'une certaine manière, a eu quand même un effet qui a eu pour conséquence que pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, il n'y a pas eu d'explosion de la banlieue. Depuis 2005, il n'y a pas eu de grande explosion. Mais je crois que malheureusement, la plupart des clignotants aujourd'hui, en tout cas en termes sociaux et en termes économiques, sont au rouge. Un jeune sur 2 dans les zones urbaines sensibles non scolarisé est au chômage. Et cette situation ne peut pas durer éternellement. C'est pourquoi j'ai du reste appelé ce livre 93, bien sûr en référence au département qui est emblématique de la mise en œuvre de l'islam de France, mais également parce que 93, c'est aussi une référence à Victor Hugo. Victor Hugo très présent dans toute cette réflexion, puisque l'auteur des Misérables
avait situé les Thénardier, l'auberge des horribles Thénardier à Montfermeil justement, et aussi parce que vous savez 93, Hugo l'a écrit après la Commune de Paris. C'est une réflexion sur ce qui s'est passé dans la Commune, et Les Misérables également, c'est quelque chose qui concerne ce que Hugo appelait l'homme d'en bas. Et je crois que notre grand romancier national est un homme qui avait une très grande sensibilité à la société, aux différences sociales, et aujourd'hui, il faut être attentif à la naissance de misérables de la société post-industrielle ou de prolétaires de la société post-industrielle. Si nous ne sommes pas capables de le faire, nous nous exposons à de très graves déconvenues. Alors dans 93, justement, vous posez la question du halal, qui représente, je vous cite, aujourd'hui une figure particulièrement féconde qui dépasse l'affaire de la viande rituellement égorgée pour déceler ce qui se noue dans la relation de l'islam en France. Oui, tout à fait. J'ai consacré beaucoup de pages et je n'ai pas été étonné que le halal ait surgi d'une manière apparemment aberrante comme l'une des clés de la campagne électorale pour la présidentielle, qui est un peu le signe de la façon dont les candidats finalement ne savent pas parler de la banlieue. Soit ils l'hystérisent, soit il l'occulte, ou il le refoule. C'est un phénomène assez psychanalytique finalement. L'hystérisation, donc le halal, le signe qu'on n'est plus chez nous, qu'on est obligé de manger du halal, qu'on ne le sait pas, que les bouchers français disparaissent, ce sentiment de la perte de soi. J'ai eu l'occasion d'interpeller Marine Le Pen là-dessus à la télévision sur BFM il y a une semaine, et elle n'a pas compris ma question d'ailleurs, et elle a répondu que c'était elle ne souhaitait pas agiter un chiffon identitaire, mais comme je le lui disais, mais protester contre la dictature d'une minorité. C'est ainsi que les choses sont construites. Mais en réalité, ce qui se passe dans l'exacerbation du halal, qui n'existait pas il y a 25 ans dans l'enquête que j'avais faite pour les banlieues de l'islam, pas du tout, c'est la volonté de construction hégémonique d'un certain nombre de groupes qui soulignent le halal rigoriste, le halal de rupture et de clôture à l'intérieur de la population musulmane afin de s'assurer l'hégémonie sur celle-ci, l'hégémonie politique. C'est aussi l'occasion de bataille, c'est un marqueur, et je pense que le halal sera pour la troisième génération ce que les affaires de voile étaient devenues pour la deuxième génération, mais on a su régler la question des signes religieux ostensibles à l'école avec la commission Stasi, et je pense qu'on devrait pouvoir régler assez rapidement les questions que pour le halal. On peut porter le halal, manger du halal, comme on peut porter le voile dans la rue, c'est le problème, ou d'autres signes religieux, ou le kippa, ou ce qu'on veut, mais le problème qui se pose, c'est par exemple à l'école, quand les enfants musulmans fuient les cantines scolaires parce qu'on leur dit que c'est pas halal. Alors parfois la viande des cantines, parce que c'est de la restauration collective et que la viande halal est à bas prix, donc sont en fait abattus halal. Donc les enfants qui y vont mangent la viande sans savoir qu'elle est halal. Les enfants musulmans n'y vont pas parce qu'ils croient qu'elle n'est pas halal. Donc on est dans un truc complètement absurde, et je crois que tout ça devrait pouvoir être géré, être mis à plat par un travail consensuel afin d'éviter que ce problème ne devienne une grenade découpillée. Alors vous appelez l'entrée en politique de la jeune génération des musulmans nés en France, et plus que ça encore, le seuil symbolique, dites-vous, c'est la députation, et c'est en tout cas là qu'il faudrait enfin voir quelques musulmans nés en France apparaître. Alors oui, je ne sais pas si le critère n'est pas religieux, hein, musulman ou pas musulman, c'est pas l'intensité de la foi ou même la culture qui compte, mais il me semble que, pour revenir encore au XIXe siècle, on est aujourd'hui dans une logique où le pays réel et le pays légal sont complètement différents. Et on a plusieurs millions de nos concitoyens, dont beaucoup vivent dans les banlieues pauvres, mais pas uniquement du reste, dont les parents sont venus d'Afrique du Nord ou d'Afrique pour reconstruire la France après la Seconde Guerre mondiale. Et au Havre, on sait ce que c'est que reconstruire la France après la Seconde Guerre mondiale, hein, évidemment. Et finalement, qui sont français, qui sont nés ici, qui ont été éduqués ici, dans des conditions souvent difficiles, et dont aucun
ne figure au nombre des députés, en tout cas, métropolitains. Et ça, c'est bien sûr tout à fait anormal. Alors, je ne dis pas qu'il faille qu'il y ait des quotas de députés, comme on dirait en argot, rebeux, renois, feuges, autres, etc. La question n'est pas là. Mais il n'est pas du tout normal que nos concitoyens qui sont issus de ces populations, de ces filiations, ne soient jamais représentés à l'Assemblée. Imaginez par exemple qu'il n'y ait pas de chauve à l'Assemblée ou qu'il n'y ait pas de blond à l'Assemblée. Vous voyez, il y aurait quelque chose qui serait tout à fait anormal. Donc je ne dis pas que c'est des députés qui doivent être élus de leur communauté, entre guillemets, pas du tout, au contraire. Moi, je veux pouvoir voter pour quelqu'un dont je partage les idées, indépendamment de la couleur de sa peau, de son origine, de son sexe, de son âge, de sa religion, de ses orientations sexuelles. Le problème n'est pas là. Et je crois qu'on a là quelque chose d'important, un seuil symbolique à franchir, très important. Il a déjà été franchi au niveau municipal. En 2008, pour la première fois, il y a eu significativement des élus issus de ces populations qui ont été portés dans les conseils municipaux. Mais le vrai enjeu, c'est la députation, et s'il n'y a pas de députés, alors dans ce cas-là, il ne faudra pas pleurnicher parce qu'il y a du communautarisme et parce que les gens se replient sur des logiques identitaires. Gilles Kepel, pour terminer ce court entretien, auriez-vous pour donc finir un ou deux ouvrages, romans ou essais, que vous pourriez conseiller à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent? Écoutez, je pense qu'il faut, à l'occasion de ça, il faut relire Victor Hugo. Relire Les Misérables, c'est le lire pour les plus jeunes, même s'il tire un peu sur le feuilleton, parce qu'il fallait bien vivre. Les Misérables aujourd'hui, un siècle et demi après, c'est d'une actualité, d'une fécondité absolument extraordinaire. Et puis je crois aussi lire 93, si j'ose dire le vrai, enfin le 93 qui n'a pas de tréma, de tiret, de trait d'union, puisque au fond, ce qui me différencie de Victor Hugo, c'est qu'évidemment il avait du talent, mais c'est qu'effectivement son titre, dans son 93 à lui, 80, c'est écrit sans trait d'union, et moi j'en ai mis un par modestie.